Raphaël, bonsoir. Bonsoir. Tout ça à cause de vous, à cause de l'arrivée de Trump. Et voilà. C'est l'éléphant dans la pièce. Trump est en train de changer le jeu politique dans beaucoup de pays, mais là, parlons d'une autre qu'on connaît mieux au Canada. Là, c'est fascinant de voir ça. Écoutez, il n'est même pas encore assez assermenté, ça on le dit, il faut le répéter. On n'a aucun précédent dans l'histoire américaine pour une telle situation. À la fois un président sortant, M. Biden, pour ne pas le nommer, qui est presque complètement absent de la scène depuis maintenant des mois, là aussi, disons-le franchement, et un président élu qui prend à peu près toute la place, qui multiplie les rencontres avec des homologues, ou en fait, pour être plus précis, de futurs homologues internationaux, et qui vient, volontairement ou non, s'immiscer et avoir un impact direct et tangible dans les affaires internes de plusieurs autres pays, incluant le Canada, encore une fois, aucune espèce de précédent pour quelque chose de la sorte. Bon, en même temps, il ne faut pas qu'on devienne fou, là. Les soubresauts du gouvernement Trudeau, la fragilité politique de Justin Trudeau. Oui, il va s'en servir, mais il ne surveille pas ça pas à pas, le gouvernement minoritaire, tout ça. Lui, bon, M. Poilievre, s'il arrive, il arrive, puis il va... il est ailleurs, là. Il ne faut pas non plus devenir fou qui nous regarde à chaque étape, là. Il ne faut pas penser que la relation est symétrique. Voilà. Elle ne l'est pas. On se soucie beaucoup plus d'eux qu'ils se soucient de nous. Ça, c'est une vérité universelle dans les relations canado-américaines. Ce n'est pas une exception dans ce cas-ci. Une fois que ça s'est dit, ce qu'il faut quand même mentionner, et c'est pas la première fois que je le fais à votre antenne, c'est qu'il y a une relation qui est pour le moins tordue, personnellement, entre M. Trudeau et M. Trump. Donc, sans pouvoir Pourtant, regardez cette photo. Parce que pendant une semaine, M. Trudeau avait réussi à inverser un peu cette analyse en disant « J'ai eu le culot d'y aller, ça s'est bien passé ». M. Trump avait fait quelques tweets quand même sympathiques. M. Leblanc avait eu le téléphone d'un, de l'autre. Il y avait eu, pendant un moment, un certain gain, là. Absolument. Il avait réussi, Patrice, à inverser les analyses de certains autres analystes que moi-même. Donc, je vous dirais quand même que malgré les sourires qu'on a pu projeter devant les caméras, clairement, on a affaire à une situation de règlement de compte présentement. Est-ce que ça va changer? À quel point ça va changer une fois, que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, que M. Trudeau ne sera plus là et qu'il y aura un successeur? On verra. Mais je le répète, la dynamique est vraiment particulière actuellement. Oui, parce que vous répétez depuis le début que c'est... En fait, mais c'est un fait aussi. Il est l'antithèse de Trump. Trump est l'antithèse de Trudeau et vice-versa, là. En un mot, oui. Bon. Le tsar des frontières, Tom Homan, était en entrevue avec Tucker Carlson il y a quelques jours. Il a répété... Ça, c'est celui, vous le voyez, la photo, c'est celui qui est chargé d'abord de déporter 1 million de personnes au plus vite, ceux qui ont un dossier criminel qui sont en situation d'illégalité aux États-Unis, et peut-être plus, et de renforcer les frontières au sud et au nord. Et il parle pas mal de la frontière du nord. Il en parle beaucoup plus que ses prédécesseurs et certainement que l'actuelle administration. Il en parle plus que l'administration Trump, dans sa première version, sa première mouture, celle de 2017 à 2021, en parlait vraiment à l'époque. Oui, ça avait été un enjeu, mais qui était très secondaire. Là, on a un type qui arrive, en principe, dans quelques semaines en fonction avec un mandat très clair et prioritaire qui va lui être donné par le nouveau président américain. Et clairement, son focus numéro 1, ça va être la frontière sud avec le Mexique. Mais pas très, très loin en arrière, il va y avoir la frontière nord avec le Canada. Et pour être encore plus précis, sans faire dans le jeu d'épouvantail, faire peur aux gens, là, clairement, il cible la frontière qui touche avec le Québec. Parce que lui, la région, pour ce qui est de toute la frontière nord, qui l'inquiète le plus, c'est celle qui donne sur l'État de New York. Il a évoqué notamment dans cette fameuse entrevue avec Tucker Carlson le fait que, selon lui, il y a un nombre effarant et inquiétant d'un point de vue de sécurité nationale pour les États-Unis de voir plusieurs ressortissants venant de pays comme l'Inde et le Pakistan qui viennent avec de l'argent transigé par la frontière canado-américaine pour rentrer aux États-Unis. Autrement dit, ce n'est pas nécessairement des personnes désespérées dans des cas humanitaires comme ceux qui transigent. Oui, c'est un autre type. C'est un autre type, mais qui peut être inquiétant selon leur perspective. Bon, très bien. Donc, à suivre, évidemment. Bon, risque, là, on est dans le maintenant, risque de paralysie budgétaire au Congrès. Le plan d'Elon Musk et de Donald Trump. Encore une fois, ils ne sont pas au pouvoir et lui intervient. Comment Elon Musk profite de ce blocage? Expliquez-nous l'importance de ça. Vous me devancez, Patrice, parce que c'est le premier point à mentionner à quel point c'est anormal qu'on ait non seulement, dans ce cas-ci, un président élu qui n'est pas encore assermenté, qui prend autant de place dans des discussions budgétaires, en fait, qui est en train de faire dérailler un processus qui semblait être sur les voies jusqu'à il y a à peu près 72 heures de cela, et qui plus est que son nouveau bras droit, qui est un non-élu,
prend lui-même autant de place. Parce qu'au final, si on se retrouve à presque minuit moins une avant Noël, avec la très réelle possibilité, on verra peut-être qu'on aura une entente à la 11e heure dans les prochaines heures, mais avec la très réelle possibilité d'être en paralysie partielle pendant le temps des fêtes, c'est parce que Elon Musk a mis suffisamment de pression sur les élus républicains. Et comment est-ce qu'il a fait ça? Bien, pour citer un ancien président de la Chambre, John Boehner, qui disait jadis, vous savez, un homme seul, sans personne qui le suivent derrière, c'est simplement un homme qui prend une marche. Bien, si Musk et Trump sont capables d'avoir autant d'influence, c'est parce que la base républicaine les suit complètement et met de la pression sur les élus républicains. Mais sauf erreur, ce blocage-là arrive presque à chaque année. Là. Pourquoi c'est plus important ou différent cette année? C'est-à-dire qu'il y a le risque de paralysie qui revient presque à chaque année, effectivement. Là, c'est plus qu'un risque, c'est qu'on se dirige vers ça, à moins qu'il y ait une entente à la toute dernière seconde. Et où c'est particulièrement surprenant pour le moins ou remarquable, c'est que ça arrive dans une période de transition présidentielle. Ça, on n'a jamais vu ça de notre vivant, en fait, de l'histoire américaine. Si jamais on tombe en paralysie à Noël alors qu'on est entre Biden et Trump, c'est un premier cas de toute l'histoire américaine. Joyeuses fêtes, Raphaël. Merci pour cet automne chargé. On se revoit bien sûr en 2025, plusieurs émissions, plusieurs moments de la journée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci, Patrice.